Pas d'autres informations? Sinon, nous commençons la séance. Alors, comme vous le savez, l'Académie se réserve le droit d'insérer en début de séance une communication exceptionnelle. Alors, c'est le cas aujourd'hui avec un de nos membres du conseil d'administration, Dominique Franco, que vous connaissez tous, qui va faire une communication sur la construction de tissus et d'organes par bio-ingénierie. Dominique, tu as la parole pour 15 minutes. Oui, merci. Merci beaucoup, Georges, et puis je remercie l'Académie d'avoir proposé de faire cette présentation que tu as qualifiée d'exceptionnelle. Et je demande pardon à nos amis suisses de leur prendre un petit peu de laine sur le dos. Voilà, j'ai essayé de vous laisser quand même beaucoup de temps de parole. C'est effectivement un sujet assez novateur qui est celui de la construction de tissus et d'organes par bio-ingénierie. Bien évidemment, cette motivation de construire des tissus et des organes par bio-ingénierie a été motivée par des besoins. D'abord en chirurgie reconstructrice, où de plus en plus on reconstruit des tissus ou des organes qu'on n'arrive pas à cicatriser autrement, et puis surtout par les besoins amenés par la transplantation. Je vous mets ici une courbe que vous connaissez tous des besoins en transplantation hépatique qui montre le nombre de transplantations soit à donneur décédé, soit à donneur vivant en chirurgie hépatique par rapport à l'accroissement important du nombre de demandeurs et au risque de décès sur liste de transplantation. Pour toutes ces raisons, on a maintenant l'envie et le besoin de posséder des organes qui sont construits par bio-ingénierie. Et puis, il n'y a pas uniquement l'aspect thérapeutique, mais il y a maintenant aussi des difficultés dans certaines expérimentations animales, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de tissus et d'organes construits par bio-ingénierie, en particulier dans la cosmétologie prédictive. Vous savez que les gens qui font de la cosméto n'ont plus du tout le droit d'utiliser des animaux, mais aussi pour le foie en toxicologie prédictive, pour dépister l'hépatotoxicité d'un médicament, et également en thérapie prédictive dans un tas de domaines, et en particulier en cancérologie. Et donc c'est une science qui émerge à toute vitesse, elle bouge tellement vite que ce que je vous dis là sera peut-être plus complètement vrai dans les mois qui viennent. Mais simplement pour l'instant, on peut dire qu'il y a trois grandes façons, trois grandes technologies de construire des tissus et des organes par les techniques de bio-ingénierie. La première, c'est de recellulariser des squelettes vasculaires. Et ces squelettes vasculaires, ils peuvent être soit des squelettes biologiques obtenus à partir de la décellularisation de foies d'animaux, soit des squelettes de synthèse qui sont construits là aussi à partir de matrices et de biomatériaux. Donc ça, c'est vraiment la première technologie, c'est recellularisation de squelettes vasculaires. La deuxième technologie, c'est récapituler l'organogénèse, c'est répéter dans une boîte de pétri ce qui existe à partir chez l'embryon à partir des cellules initiales. Et puis, la troisième technologie, tout à fait passionnante, c'est la bioimpression, c'est-à-dire l'utilisation de l'imprimerie 3D pour construire non plus du matériel, de l'équipement, des immeubles comme on fait actuellement en Chine, mais pour construire du tissu et des organes. Alors, je vais passer rapidement en revue ces différentes technologies pour faire un petit point sur la question. Pardon. Et donc, la première technologie qui a émergé au début, qui était celle de la recellularisation d'un squelette vasculaire. Le mot utilisé maintenant de façon internationale pour remplacer squelette vasculaire, c'est scaffold, donc je vais l'utiliser volontiers parce que c'est plus court. Et donc le principe, c'est de décellulariser un organe, par exemple le foie, vous me pardonnerez d'utiliser souvent la comparaison avec le foie parce que c'est quand même mon organe préféré, donc de décellulariser par perfusion portale d'un solvant organique. Et ceci permet de détruire toute la population cellulaire, mais de garder intact, d'une part, le squelette vasculaire et d'autre part, la matrice extracellulaire. Et là, comme exemple, je vous ai montré ce qu'on obtient, c'est-à-dire, vous voyez, le foie qui est complètement diaphane et on voit à travers la capsule de Glisson tout le squelette vasculaire et la structure fibrillaire des vaisseaux est conservée et tout l'ensemble de la vascularisation est conservé, y compris la vascularisation sinusoïde. Et puis, une fois qu'on a ce squelette, ce scaffold, eh bien, il est possible de le recellulariser en perfusant ce scaffold avec des cellules, alors différents types de cellules, on y reviendra tout à l'heure, des cellules matures ou des cellules souches. Et vous voyez que cette intervention de recellularisation qui est faite dans un bioréacteur, eh bien, elle amène progressivement
à une recoloration du foie pour revenir à sa coloration initiale. Et puis si on fait des prélèvements de ce foie en train d'être recellularisé, eh bien on voit qu'au bout d'1 à 2 semaines, toute la partie qui entoure les espaces portes contient déjà des hépatocytes, et qu'au bout, chez le petit animal de 6 à 8 semaines, on a un tissu hépatique d'apparence absolument normale. Et ainsi, dans ce bioréacteur, en quelques semaines, on obtient un organoïde de foie, un organoïde hépatique qui est presque comme un foie normal, qui ressemble beaucoup à un foie normal, et puis qui est transplantable. Et vous avez ici l'exemple, chez un rat, d'un organoïde de foie produit par cette technique de recellularisation d'un scapholde biologique et transplanté à la place du rein droit. Donc ce travail, que vous voyez, qui n'est pas ancien, ça fait à peine 5 ans qu'il a été publié, a été un des premiers montrant qu'à partir d'un squelette vasculaire biologique, on pouvait reconstituer un organe apparemment normal. Alors ça a effectivement donné des idées. On a eu l'impression à ce moment-là qu'on avait déjà résolu le problème et qu'on avait la solution pour fabriquer des tissus et des organes. Alors c'est peut-être cependant un tout petit peu plus complexe et chez le petit animal, c'est jamais très difficile. Et donc il a été possible de produire par recellularisation de scapholdes biologiques des cœurs battants régulables dans un bioréacteur, donc des organoïdes transplantables de foie, des organoïdes transplantables de reins et de poumons. Il y a d'ailleurs des poumons qui ont été transplantés chez le rat et qui ont tenu environ 2 semaines, et puis également des organoïdes de pancréas endocrine qui produisaient de l'insuline. Donc on a eu envie à ce moment-là de crier victoire. Et puis, à côté de ces organes complexes, eh bien, ces techniques de recellularisation de scapholdes non vascularisés a permis aussi de produire de la paroi vésicale à partir de différentes matrices, en particulier de matrices d'intestin, de l'ésophage à partir de matrices d'intestin, de trachée à partir d'une matrice aortique. Et vous savez effectivement qu'en France, Emmanuel Martineau en particulier travaille beaucoup et a déjà implanté chez l'homme des trachées reconstituées et bio-ingénérées à partir de tissu aortique. Le problème, c'est que ce qu'on réussit à faire chez le petit animal n'est pas toujours facilement transposable au gros animal, et que passer du rat au cochon ou au singe, qui sont les animaux qui nous intéressent, parce que si on veut fabriquer un foie de taille à peu près humaine, il faut un squelette vasculaire, un scapholde de grande taille. Eh bien, le passage au gros animal n'est pas simple pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au cours de l'intervention de décellularisation, le scapholde est beaucoup plus altéré chez le gros animal que chez le petit, et puis que les techniques de recellularisation sont beaucoup plus complexes, et il est difficile de faire franchir à ces cellules les sinusoïdes. Et donc ce problème actuellement n'est pas encore réglé, même s'il y a un rein qui est en train d'être produit chez le cochon par cette technique. Et puis un deuxième problème auquel on se heurte, c'est celui des cellules qu'on peut utiliser pour reconstruire ces organes. Par exemple, pour reconstruire un foie, idéalement, il faudrait utiliser des hépatocytes matures. La difficulté, c'est que se procurer en 2015 un lot suffisant d'hépatocytes matures, c'est très très difficile, parce qu'on a très peu de foie à la disposition des expérimentateurs, et puis parce que vous savez que les hépatocytes, ils ne poussent pas en boîte de culture. Donc quand on a 100 hépatocytes au départ, on a 100 hépatocytes à l'arrivée, et encore, il y en a un bon nombre qui meurent au cours de l'expérimentation. D'où l'idée d'utiliser non pas des cellules matures, mais plutôt des cellules souches, en particulier des cellules souches pluripotentes, en particulier des cellules IPS, parce que vous savez que la cellule IPS est produite à partir de fibroblastes de la peau, et donc on peut penser chez un individu prendre des fibroblastes, les transformer en IPS, les redédifférencier en cellules hépatiques et construire un organe parfaitement toléré, puisque ce sera un organe complètement autologue à celui du receveur. Ceci n'est pas encore non plus très facile, et en particulier actuellement, on a l'impression que les cellules IPS ont un certain risque tumorigène, donc c'est difficile à utiliser en clinique, et l'orientation se fait de plus en plus vers des cellules souches intermédiaires, c'est-à-dire qu'au cours de la production des IPS à partir de fibroblastes, on arrête la manipulation à un certain moment et on réussit quand même à les faire redifférencier. Donc beaucoup d'espoir au début, mais actuellement, il n'est pas certain que les techniques de recellularisation de squelettes biologiques soient les meilleures. Deuxième, toujours dans le domaine de la recellularisation, c'est l'utilisation de scapholdes non plus biologiques mais synthétiques. Je vais passer rapidement cette diapositive qui est complexe, mais d'abord,
par les procédés de construction 3D, ont réussi à construire des vrais squelettes vasculaires à partir de matrices. Hein. Ça, c'est pas du tout la patte d'un dinosaure dans le dernier film sur Jurassic Park, hein, mais c'est un vaisseau avec ce qu'on pourrait imaginer comme une bifurcation portale, avec certaines altérations de la bifurcation. Et il est possible, sur ces matrices en 3D, de mettre des cellules endothéliales, des cellules souches endothéliales, et d'avoir des vaisseaux assez volumineux, assez normaux. Et puis par des techniques biophysiques de traitement des matrices, on peut aussi obtenir des lacis vasculaires assez importants. Vous voyez qu'ici, on peut imaginer presque la trame vasculaire d'un foie. Et puis, dernier point, on réussit maintenant aussi à faire des squelettes capillaires par culture 3D de cellules endothéliales dans des matrices spécifiques. Et donc, on peut imaginer produire des gros vaisseaux comme ça, des moyens comme ceci, des sinusoïdes comme cela, mettre les trois bout à bout et avoir un réseau vasculaire complet. Ce n'est pas encore complètement évolué et complètement acquis. Je souhaitais vous montrer une photo de ceci, parce que c'est vraiment très très intéressant de voir les cellules endothéliales se mettre en forme pour former des sinusoïdes, mais malheureusement, dans le laboratoire avec lequel je travaille, on n'avait pas de belles photos pour vous les montrer. Donc là, c'est les techniques de recellularisation d'un scaffold. Deuxième technique, c'est la récapitulation de l'organogénèse in vitro. Et ça, c'est encore plus récent, parce que les premiers travaux ont été publiés par le japonais Takebe en juin 2013. Vous voyez que c'est quand même tout récent. C'est quelque chose auquel on n'était encore jamais parvenu et qui consiste avec un mélange savant de cellules souches et puis en ajoutant un petit peu des facteurs de croissance, à réussir à partir d'une culture 3D à avoir dans la boîte de pétri un bourgeon qui émerge. Ce que Takebe a utilisé, c'est d'une part des cellules souches produites, des IPS qui avaient été déjà différenciées vers des cellules souches endodermiques. Donc elles étaient déjà un petit peu avancées vers des cellules hépatiques. Et puis des cellules souches mésenchymateuses, et enfin des cellules endothéliales humaines de sang de cordon. Donc en les mélangeant avec des proportions bien définies, on obtient rapidement un bourgeon 3D qu'on peut saisir avec une pince, qu'on peut implanter et qu'on peut étudier. Et ce bourgeon 3D, lorsqu'on l'analyse d'un point de vue histologique, eh bien, il a déjà un peu une structure de foie. Et puis, si on l'implante dans un très joli système qui est la fenêtre crânienne, moi, quand j'étais petit, à l'école chez les jésuites, on apprenait à faire ça avec les œufs, c'est-à-dire on coupe la calotte de l'œuf, on met un plexiglas à côté, puis on voit le poussin grandir là-dedans. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on enlève un peu de voûte crânienne, on met le bourgeon hépatique sur la dure mère, et puis on observe à travers la fenêtre ce qui se passe. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que dans ce bourgeon hépatique, eh bien, il y a des vaisseaux qui se forment, les vaisseaux du bourgeon, qui sont des vaisseaux humains, puisque c'est des cellules PS humaines qui ont été choisies au départ, et puis on voit ces vaisseaux se joindre avec les vaisseaux issus de la dure mère de la souris. Donc le bourgeon se vascularise. Ce sont bien sûr des souris tolérantes qui sont utilisées. Deuxième point, on peut implanter en sous-capsulaire rénal, c'est un site assez remarquable, le sous-capsulaire rénal, les mêmes bourgeons, et ainsi faire des études fonctionnelles, c'est-à-dire administrer à la souris des produits dont le métabolisme est fait uniquement par le foie humain et pas par le foie de souris. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des métabolites humains qui sont produits par ces bourgeons hépatiques implantés en sous-capsulaire. Et puis, cerise sur le gâteau, ils ont implanté en mésentérique ces bourgeons hépatiques chez des souris chez qui ils induisaient une insuffisance hépatique aiguë et sont aperçus que cette implantation permettait de prolonger la survie de ces souris. Et donc, ils ont établi effectivement que par ce modèle de récapitulation de l'organogénèse hépatique, eh bien, on avait des bourgeons hépatiques, certes pas du tout identiques à un greffon, mais capables d'assurer la survie. Et on voit éventuellement comment les utiliser de façon transitoire. Alors, ça ne s'est pas arrêté au foie. Il y a eu un an après, un autre chercheur qui a montré qu'il était capable, en boîte de pétri aussi, de construire de l'intestin à partir de cellules souches et de l'implanter en sous-capsulaire rénal. Et puis tout récemment, Takebe a montré qu'il était capable de faire non seulement du foie, mais aussi des bourgeons de rein, de pancréas, de cœur, de poumon et même de cerveau. Donc c'est intéressant, c'est la première fois qu'on réussit à faire un bourgeon de cerveau qui peut être éventuellement implantable. À côté de ça, on a aussi la possibilité maintenant, en boîte de pétri, à partir des cellules souches tumorales, de reconstruire des tumeurs complètement customisées. Ce sont des tumeurs tout à fait identiques à celles à partir desquelles les cellules souches ont été prélevées, et donc avoir un modèle de tumeur
complètement customisés sur lesquels on peut faire éventuellement des essais thérapeutiques. Troisième technologie pour la construction de tissus et d'organes, la plus impressionnante, c'est l'utilisation de l'impression 3D, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement la bioimpression, c'est-à-dire on imprime du vivant à partir de ce qu'on appelle des bioencres, c'est-à-dire des produits biologiques ou même des produits vivants. Donc le principe, c'est d'avoir une reconstruction 3D à partir d'un scan. C'est pas mal figuré sur cette photo. Voilà un cœur qu'on est en train de complètement scanner et on a sur l'écran une reproduction 3D de ce cœur. Un logiciel permet d'acquérir toutes ces informations sur le reconstruit 3D et puis de les insuffler à une bioimprimante. Et ces bioimprimantes, qui sont des imprimantes 3D très particulières, ont des têtes d'impression qui sont extrêmement fines et qui permettent d'injecter au bout des micro-gouttelettes qui sont de la taille d'une cellule ou d'un petit nombre de cellules. Et donc, avec ce procédé, on peut, en procédant couche par couche, comme toujours dans l'impression 3D, si tout est construit couche par couche très lentement, on peut imaginer reconstruire un organe complet. Alors, la société Organovo à San Diego a imaginé qu'elle pouvait vendre déjà du foie presque normal. Actuellement, on n'en est pas encore complètement là, mais on sait qu'on a en essai clinique des vaisseaux, de la vessie, de la peau. Je ne sais pas avec qui on en parlait tout à l'heure, maintenant on a de la peau qui a déjà été implantée chez l'homme. Donc ce procédé est aussi un procédé important. Vous avez mis la lumière parce que j'ai dépassé mon temps ? Bon, alors on va peut-être... je vais passer sur les suivantes. Hein. Les suivantes, c'était juste pour dire, je vais juste faire un commentaire, qu'actuellement, c'est plutôt un mélange de technologies qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aucune des technologies initiales est suffisante, mais qu'on va faire un peu du Lego, c'est-à-dire fabriquer des vaisseaux d'un côté, fabriquer des patchs de tissu de l'autre, et puis rajouter ces patchs de tissu sur les vaisseaux. Juste vous signaler que un de nos invités d'honneur, c'est-à-dire Anthony Atala, est le plus expert actuellement dans ces domaines à la Wake Forest Institute, mais qu'on a aussi des Français, puisqu'on a une petite boîte française qui s'appelle Poietis, qui est née à Bordeaux, qui est capable de faire de la bioimpression par laser, qui est une technique très très innovante et donc qui a sa place sur le marché. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que bon, nous nous impliquons pour l'instant dans ces projets. D'une part par la création d'une structure fédératrice qui permet de réunir sous le nom de CellSpace toutes les personnes qui sont intéressées par la production de tissus et d'organes par bioingénierie. Et vous voyez, elle réunit pas mal de médecins chirurgiens des hôpitaux universitaires Paris-Sud, de Marie-Hélène Long, de Gustave Roussy, 4 unités INSERM travaillant sur les cellules souches, l'Université de technologie de Compiègne, l'École normale supérieure de Cachan, le CEA Sciences de la vie, et puis 5 PME qui sont engagés dans la médecine régénératrice, et que donc le but que l'on a, c'est d'avoir un bâtiment dédié à ces technologies de construction de tissus et d'organes, et de pouvoir fabriquer différents types de tissus, trachées, œsophage, peau, os, foie, poumon, rein. Et puis récemment, en réponse à l'appel du plan d'investissement d'avenir numéro 2 des projets RHU, nous avons associé à CellSpace l'unité de thérapie cellulaire de Saint-Louis qui est engagée, vous savez, dans les travaux avec Philippe Ménaché, et qui est celle qui a pour l'instant le plus d'expérimentation et d'expérience dans le domaine de la thérapie cellulaire, ce qui nous permettra encore d'augmenter notre productivité. Je vous remercie. Merci Dominique pour cette excellente présentation qui nous emmène très loin du domaine des hernies et qui est ouverte à la discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, assez brèves néanmoins. Qui veut prendre la parole ? Henri Biscuit, un commentaire. Bon, évidemment, c'est pas parce que tu as parlé du foie, en réalité, ta conclusion porte sur tous les autres organes, mais je pense que c'est important, c'est arriver à construire un système coopératif dans lequel font partie les cliniciens, les biologistes, mais également les ingénieurs, les mathématiciens, les physiciens, pour tous ensemble travailler. Parce que ce que tu as montré, très clairement, montre que c'est plus...
Enfin, c'est dans le domaine de la médecine, parce que l'objectif quand même est un objectif médical, mais en réalité, les moyens proviennent d'un réseau extrêmement vaste et que tu donnes, moi je considère que c'est un exemple, ça se fait en Île-de-France, il faudrait que ce soit également suivi à l'échelon national, car si on veut arriver à se mettre au niveau, je n'ai pas dit encore à créer, à se mettre au niveau de ce que font les Asiatiques et surtout les Américains, il va falloir énormément d'efforts pour y arriver. Sinon, ce qui va se passer, et ça tu n'as pas dit, c'est que le jour où on aura la possibilité d'avoir des organes, il faudra payer les brevets, parce que tout va être bloqué par des brevets, et on ne pourra strictement rien faire. Même si si on a les moyens de le faire, on ne pourra pas le faire car tout sera bloqué par des brevets. Il y a une conséquence financière considérable. C'est ce que je montrais là. Il y a une prévision pour l'instant par les analystes financiers de 5 millions de dollars par an avec ce qu'on produit par ces techniques. Donc c'est un beau marché. Et qu'effectivement, il y a pour l'instant 3 grosses structures qui ont la majorité des brevets. C'est l'Université de Wake Forest, l'Université du Missouri et puis la compagnie Organovo. Et que donc, si on veut avancer, il faut se montrer encore plus innovant pour pouvoir avoir des brevets dans des endroits où eux les ont pas pris. Et c'est pas facile, je peux vous dire. Moi, j'ai assisté à quelques conférences de juristes sur le sujet. C'est complexe. Voilà. Mais on peut le faire, on peut y arriver. Alors, au laboratoire, pas chez nous, mais quelqu'un qui travaillait d'ailleurs sur la peau, ce médecin me disait qu'aujourd'hui, avant de lancer un travail de recherche et de trouver un financement, il fallait voir s'il n'y avait pas au bout de course le brevet déjà pris. Car à ce moment-là, sa recherche n'aboutirait à rien, car il n'y aurait pas de brevet. Donc aujourd'hui, dans les centres de recherche, on essaye de trouver des idées qui amèneraient sur des projets qui permettrait d'avoir un financement. Sur des produits différents. Par exemple, sur le domaine de la peau, j'ai essayé de contacter L'Oréal, mais L'Oréal vient de passer un contrat de je ne sais pas combien de millions de dollars avec la compagnie Organovo sur la peau reconstruite, par exemple. Très bien, merci Dominique pour cette excellente présentation qui nous emmène dans un futur très proche.